j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre 20e interview de la boîte à livres. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandrine Porcher qui vient nous parler de son livre « Parentalité, se libérer des pièges de l'éducation, histoire de femmes chrysalides », publié cette année aux éditions Chroniques Sociales. Bonjour Sandrine. Bonjour et merci de m'inviter. Bienvenue dans la boîte à livres. Et merci aussi à toi d'avoir accepté de venir nous parler de ton livre, qui est assez particulier puisque tu invites le lecteur ou la lectrice à être une sorte de témoin d'un voyage intime au cœur de la psyché de 5 femmes en chemin. En lisant ton livre, j'avais le sentiment d'être une petite souris dans ton cabinet. Comment t'est venue l'idée de nous partager ces parcours ? L'envie, elle est née vraiment d'un cheminement aussi personnel, parce que c'est un livre qui ne parle pas de moi, mais qui bien sûr parle quand même de moi. C'est-à-dire que c'est un chemin que j'ai parcouru aussi. Et j'en retire tellement de bénéfices d'avoir pu faire un travail sur moi que j'avais envie de montrer et de partager que c'est possible à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, quelle que soit l'histoire de départ, on peut toujours être plus heureux, être mieux dans sa peau et se libérer voilà, des pièges de son éducation. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs et nos auditrices, mais que d'entendre dire une fois de plus, parce que je suis certaine qu'elles ont déjà entendu, ils ont déjà entendu qu'il était possible de mettre en route des attitudes qui rendent heureux, qui permettent d'être bien dans sa peau à n'importe quel âge. Mais bon, on ne le redira jamais assez, je crois. Oui, et je trouve que c'est un chemin qui demande aussi beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Ça demande du temps, ça demande un investissement financier. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même pas facile à la base. Donc, j'avais envie aussi de partager ça avec cet espoir que ça puisse motiver certaines personnes et de se dire waouh, voilà, ça résonne aussi avec ce que je peux vivre au quotidien et finalement, ça peut être autrement. Effectivement, c'est très inspirant. Et aussi, tu es coach parental et en sachant que les parents sont à la fois des pères et des mères, des hommes et des femmes. Oui. Alors, dis-nous comment cela se fait-il que tu nous présentes que des femmes ? Parce que je vois beaucoup plus de femmes qui viennent seules, même si elles sont en couple, que d'hommes. Je reçois également des couples, c'est-à-dire que les hommes, quand ils viennent souvent accompagner leur femme, leur conjointe, leur compagne, voilà. Mais ils font rarement une démarche personnelle. Je pense que là, en 12 ans, j'en ai vu 3. Voilà. Effectivement, Ouais. c'est impressionnant. Et bon, mes auditeurs et auditrices savent aussi que j'accompagne des personnes avec des constellations et que mais finalement, mes groupes, c'est des majorités de femmes. Ouais. Que c'est aussi dans les personnes qui suivent les formations que je donne, c'est une majorité de femmes. C'est au point que parfois j'ai des groupes que de femmes. Et ça m'interpelle, je dirais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça et Alors, je puis pense ta qu'on posture? on est dans un changement quand même de société, une évolution de société. Et je pense que pour le moment, les femmes, de ce que j'observe, je vais faire une généralité, sont peut-être plus à même aujourd'hui de se mettre sur ce chemin-là du questionnement et du changement, parce que aussi elles sont autorisées depuis qu'elles sont petites à être vulnérables, ce qui n'est pas le cas forcément pour les hommes, même si ça évolue aussi. Donc, je vois déjà beaucoup plus de couples aujourd'hui que je n'en voyais il y a 10 ans ou 12 ans. Donc, il y a une petite évolution qui est en train de se mettre en route, mais je pense que pour les hommes, ça reste un peu plus difficile pour le moment d'aller se regarder vraiment dans ces zones d'ombre et d'oser demander de l'aide aussi, puisque quand on est un homme, on est censé être fort. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui changent autour de la vulnérabilité des hommes actuellement et j'ai bon espoir que ça aussi, ça continue à cheminer, à évoluer pour eux. Oui, d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas aussi culturel, comme de croire que s'il y a de l'amour, ça devrait marcher et qu'il n'y a pas besoin de se faire aider ou d'aller approfondir je ne sais quels aspects de la relation pour
que la relation puisse continuer, mais une sorte de pensée magique qui dit que Oui. si on aime, ben, il n'y a pas de raison, on ne doit pas apprendre. Tu parles des croyances, c'est un des sujets phares Mais du oui, livre. Effectivement, dans notre éducation, on va intégrer toute une quantité de croyances qui ne sont pas des vérités, mais qui sont une vérité qu'on s'est appropriée à un moment donné et qu'on ne remet pas en question. Et là, c'est justement le travail de coaching et d'accompagnement, c'est l'occasion justement de pouvoir aller un peu confronter ça. Est-ce que vraiment ça m'appartient? Est-ce que vraiment c'est juste pour moi dans le sens de justesse? mhm. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer sur ce chemin-là ou pas? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à ma famille, à ma culture? Comment moi je me vis à travers cette croyance, que ce soit celle dont tu parles, s'il y a de l'amour, tout est possible. Ça aide, je pense, quand même beaucoup, effectivement, mais ça ne suffit pas. Oui, d'ailleurs, moi j'ai souvent l'habitude de dire que l'amour c'est comme le levain. On ne fait pas du pain qu'avec du levain, il faut de la farine, du sel, de l'eau, et puis du pétrissage, et puis du repos, Oui, et puis du feu aussi. Donc, et qu'un couple, c'est un peu la même chose. L'amour étant le levain ne peut pas suffire à l'épanouissement des individus appartenant à ce couple. Ici, je fais un petit peu un parallèle avec le livre parce que je recommande vraiment, vraiment à toute personne qui est intéressée par cette thématique, c'est que ce n'est pas juste être la petite souris qui assiste depuis le dessous de la chaise à ce qui se passe, mais c'est aussi un ouvrage de réflexion et même de clés. Tu proposes des clés parce que oui. pour chaque entretien, tu fais des liens avec différentes thématiques comme la culpabilité, le lâcher-prise ou les schémas répétitifs, pour ne citer que ceux-ci, mais il y a encore bien d'autres thèmes. Par exemple, les résistances, là, j'ouvre, boum, les résistances. Là, Voilà, oui. l'envie que j'avais, c'était aussi d'apporter des éclairages, parce que j'ai un autre métier qui est formatrice, et donc c'est quelque chose que j'aime aussi de transmettre Mm. et de pouvoir permettre à chacun, chacune de mieux comprendre les processus relationnels et puis notre fonctionnement humain, parce que on est tous différents, mais dans les processus, on se retrouve quand même tous pris au piège des mêmes croyances ou des mêmes travers, des habitudes. Et c'est vrai que on ne prend pas suffisamment le temps quand on est en couple, quand on est en famille, finalement, de se poser et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe là avec mon enfant? Qu'est-ce qui se passe là avec mon partenaire? Qu'est-ce qui coince? Quelle est ma part aussi à moi de responsabilité dans cette histoire-là? Parce que on a tous une part de responsabilité quoi qu'il se passe. Et Mhm. donc voilà, c'est de prendre sa responsabilité. Ça, c'est un des enjeux aussi pour moi de mes accompagnements, c'est d'amener chacun et chacune à prendre conscience de son pouvoir d'agir individuel et de pouvoir se dire que voilà, rien n'est immuable, rien n'est figé. On est des êtres très adaptables. Notre cerveau est plastique, il peut évoluer et donc on peut apporter des modifications, mais effectivement, ça demande du temps et de l'énergie. Mhm. Et du courage, Et du courage, oui. comme tu disais tout à l'heure. Donc, et quelle est la séance, selon toi, qui t'a le plus marqué parmi celles que tu nous partages dans ton livre? C'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de séances dans le livre. Euh, Parfois, il je y a crois quelque chose comme ça qui te touche plus. que dans la première histoire que je raconte, celle de Sophia, c'est vraiment celle qui m'a donné le plus envie d'écrire ce livre parce que Hmm. je trouvais assez incroyable en termes de résilience cette femme qui est venue pour du coaching parental et donc qui avait des liens toxiques avec sa propre mère et qui n'en avait pas conscience. Donc c'est ce qu'on a mis en lumière et elle a pu dire comment finalement elle reproduisait des choses qu'elle détestait. Et je Hmm. trouvais ça très courageux. Et il y a une séance où donc elle a un fils qui a des problèmes de comportement, donc c'est ce qui a motivé sa venue, et elle se rend compte que en fait elle est très dénigrante et agressive avec lui parce qu'à un moment donné elle ne le supporte plus. Et donc dans son cheminement elle avance dans le travail et à un moment donné elle me dit je n'arrive pas à ne pas rabaisser mon fils, à ne pas être dénigrante avec lui, j'arrive pas. Et donc, je lui dis que si elle continue, c'est que certainement, ça lui apporte quelque chose. Donc, elle ne comprend pas.
Parce qu'elle me dit, mais non, je vois pas ce que ça peut m'apporter. Et je dis, bah, si vous continuez à le faire, si, c'est que ça vous apporte quelque chose, sinon vous arrêteriez. Et là, je l'ai trouvée assez extraordinaire parce qu'elle a pris le temps de réfléchir vraiment, c'est-à-dire d'oser regarder cette zone d'ombre là en elle qui est quand même assez forte et de me dire, mais je crois que c'est un rapport avec ma honte. Hmm. Et donc, c'est une dame qui vient d'un autre pays et qui a régressé socialement en venant en France, ce qui n'est pas toujours le cas hein, pour les personnes qui viennent en France. Mais là, ça a été son cas parce qu'elle avait une très bonne situation dans son pays d'origine. Et là, finalement, on lui propose que des ménages, que des choses qui ne l'intéressent pas. Et elle parle de cette culpabilité, de cette honte, et elle me dit finalement, peut-être que si je rabaisse mon fils, c'est une manière pour moi de me sentir plus haute, plus grande, plus forte. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort de sa part et courageux, justement, d'oser se l'avouer. Et c'est ce qui a été un déclencheur, la prise de conscience, l'identification de ce problème-là pour qu'elle continue à avancer ensuite, vraiment. Voilà, ouais, ça m'a marqué. Voilà. Et c'est vrai que grâce à ton livre, on se fait aussi comme des amis avec ces femmes qui viennent se livrer, qui sont humbles, qui cheminent pendant parfois presque un an. Hein. Il y en a une, ça Oui, dure pas ouais. mal de temps. Eh bien, je dirais qu'il y a une relation qui s'installe entre le lecteur et aussi ces femmes. Et ça, c'est très beau parce que, eh bien, on peut se projeter ou leur histoire peut venir réveiller des aspects en soi qui peuvent être mais voilà, mis en conscience, hein, parce que finalement, c'est un peu ça aussi le but de ton livre, c'est de Ouais. permettre. Ouais. J'ai des retours de lectrices, pour le moment de lectrices essentiellement, mais je sais qu'il y a quelques hommes qui le lisent aussi et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, qui vont dans ce sens. Et elles me disent que oui, elles peuvent s'identifier d'ailleurs dans chacune de ces femmes parce que les histoires sont complexes à chaque fois, enfin, sauf les deux plus courtes qui sont peut-être un peu moins complexes, mais il y a plein de choses qui peuvent résonner quand même avec le lecteur ou la lectrice. Et c'est vraiment ça qui ressort. Ouais, j'ai adoré parce que je me suis reconnue dans certains passages et ça m'a éclairé sur telle chose, ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de prendre conscience. Voilà, alors je ne sais pas si ça leur donnera envie d'aller plus loin dans un travail plus personnel, mais vraiment, c'est ce que je leur souhaite parce que j'ai été très attachée au sous-titre qui, pour moi, au départ, était le titre du livre, mais on a travaillé avec l'éditeur pour le modifier. Histoire de femme chrysalide, pour moi, c'est très porteur de sens parce que c'est vraiment cette histoire de métamorphose et d'envol, en fait. Elles déploient leurs ailes pour devenir autonomes et ne plus avoir besoin, justement, d'un travail extérieur avec moi ou avec quelqu'un d'autre, quoi. Oui, c'est un livre qui permet aux personnes d'espérer et de trouver des directions et de l'inspiration pour emprunter ce chemin de connaissance de soi et puis aussi d'apaisement au sein de sa famille, de son couple. Et je crois que ça n'a pas vraiment de prix. Ouais, l'inspiration, c'est vraiment le mot qui me parle le plus. C'est vraiment ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ça puisse inspirer des personnes et leur donner envie, voilà, de pouvoir se mettre en chemin et d'aller chercher des réponses qu'elles seules détiennent, en fait. C'est souvent ça qui est compliqué. Moi, j'ai des couples ou des personnes qui viennent parfois à la recherche de conseils et je ne suis Ah. pas là pour ça. Je leur dis, je leur dis, je suis désolée, là, je ne vais pas pouvoir vous aider, je ne vais pas vous donner des conseils, même si, bien sûr, qu'à travers les séances, dans tout ce qu'on se raconte, il y a des moments où je vais donner mon avis, mais ça ne reste que mon avis. Voilà, je suis très prudente par rapport à ça. Je ne sais pas si ça se ressent dans le livre, mais j'essaye de l'être, de toujours dire que voilà, si les personnes ne sont pas en accord ou avec ce que je leur dis, c'est très important qu'on puisse justement en échanger parce que peut-être que j'ai mal perçu, mal compris euh, et mal interprété pour le coup. Et quand je propose des exercices, que je propose aussi des tâches entre les séances parfois, c'est toujours de leur dire, mais si ça ne vous parle pas, ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, ce travail, il est vraiment fait en collaboration entre l'aidant et l'aidé.
et en co-construction. On avance pas à pas, main dans la main, et c'est vraiment adapté, ajusté à chaque histoire. Et c'est ce qui me plaît dans ce travail. Du sur-mesure, un partenariat, Oui, et puis l'art des questions. oui, Hein, parce que finalement, c'est un peu basé sur beaucoup de questions. Hein. Tu poses beaucoup de questions et puis tu laisses tes femmes chrysalides de cheminer avec ces questions. Parfois, elles rentrent chez elles avec la question qui continue de tourner. c'est ça. Je suis pas toujours très sympa. Et des fois, elles me le disent en fin de séance. Non, Sandrine, on va pas s'arrêter là-dessus. Je dis si, on va s'arrêter là-dessus. Je vous laisse repartir avec cette question à réfléchir pendant les 2 semaines entre nos séances. Et en général, c'est très porteur. Mm. On sait très bien, les accompagnants, que le gros du travail, il ne se fait pas pendant la séance, mais dans l'interséance, parce que c'est là que justement les personnes vont expérimenter, questionner ce qu'on a pu se dire ou mettre en lumière pendant la séance. Donc voilà, puis le gros du travail, c'est la personne qui le fait, c'est pas nous. Pourrais-tu en profiter d'expliquer c'est quoi finalement un coach parental? J'aurais du mal à répondre à cette question parce que comment dire, j'habite ce métier à ma façon et je ne sais pas comment les autres travaillent. Donc, moi, ce que je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins des personnes au plus près. Après, je suis formée, moi, à une approche danoise, donc je m'appuie sur des valeurs humanistes qui sont très chères à mon cœur pour travailler avec les personnes que j'ai en face de moi. Donc, souvent, on me dit: ah, mais t'es super nanny. Et non, pas du tout. J'ai pas, pour moi, ça me parle pas du tout ce que fait cette dame. Donc, c'est difficile de d'écrire un coach parental parce que je pense que on fait tous le métier avec qui on est et nos valeurs et nos convictions personnelles. Donc, en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à aider les gens à identifier quels sont les blocages, quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants. Et à partir de là, voilà, quelle est leur posture. On va réfléchir autour de l'autorité, on va réfléchir autour de qu'est-ce que c'est un enfant, comment il fonctionne. Je peux leur faire aussi des apports en neurosciences, en communication. Mhm. Et tout ça, bah, ça fait des jolies choses parfois, et parfois non, parce que il y a parfois aussi des gens qui n'y arrivent pas et qui sont pas prêts et qui reviennent des fois 2 ans après. Voilà, ça c'est chacun à son rythme aussi. Oui, Le plus difficile peut-être pour moi, effectivement, c'est d'arriver à respecter le rythme de la personne que j'ai en face. ah oui. Ouais. Parce que parfois, je peux identifier rapidement finalement un problème. Mais c'est important de laisser la personne l'identifier lui-même ou elle-même. Et ça peut m'arriver d'aller trop vite et de me dire après coup, là, c'était peut-être pas le bon moment. D'ailleurs, je le dis parfois dans le livre que j'ai des choses qui me viennent, parce que dans Oui. le livre, il y a aussi mes pensées, mes analyses. Des fois, il y a des choses qui me viennent et je le dis pas parce que je pense que c'est pas le bon moment ou que ça n'apporterait rien à ce moment-là à la personne. Mhm. Et ça, des fois, c'est difficile de retenir. Et en tout cas, je vais dire que ton livre, je vais le recommander à mes étudiantes, justement. Ah Surtout ben, je te celles qui remercie. apprennent les constellations et qui s'intéressent ou sont déjà coachs parentaux, parce qu'il y a de plus en plus de coachs parentaux qui s'intéressent à l'accompagnement aussi avec les constellations familiales, D'accord. de reprendre une bonne place au sein de sa famille. Donc, c'est tout à fait approprié, je dirais, pour ma communauté d'étudiantes. Alors, j'aurais aimé te poser une question, peut-être pas la dernière, mais quasiment la dernière, l'avant-dernière. C'est, aurais-tu une recommandation pour les parents qui se sentent perdus dans leur rôle? Une recommandation. De ne pas rester seul. Je pense que ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent aujourd'hui en France pour soutenir la parentalité. Donc, de ne pas hésiter à aller participer à des groupes, que ce soit des ateliers, des groupes de parole, aller écouter des conférences, lire des livres. Mais avec un bémol toutefois, Mhm. c'est là où c'est jamais simple d'avoir une réponse unique. C'est que j'ai aussi des parents qui font ça et qui, à un moment donné, sont perdus parce qu'ils n'entendent pas la même chose partout. Ah Et oui. donc, voilà, donc la recommandation du coup qui me vient en te disant ça, c'est aussi d'apprendre à se faire confiance. Le premier travail pour moi, il est dans la
construction ou la reconstruction ou la restauration de l'estime de soi du parent, c'est-à-dire de la personne que je suis. On a des intuitions, on a des compétences, on a plus ou moins de connaissances, mais c'est pas ça finalement qui est le plus important. C'est comment je vais écouter aussi mes émotions, comment je vais respecter mes besoins en tant que parent, comment je vais respecter mes limites en tant que parent et comment je vais pouvoir composer avec tout ça au sein de ma famille. Voilà. Donc c'est apprendre à se faire confiance, apprendre à s'écouter et apprendre à prendre soin de soi, parce que j'ai aussi pas mal de mamans qui arrivent des fois en limite de burn-out parental. On en parle peu, on parle du burn-out professionnel, mais peu encore du parental. Ça commence à venir. Et qui ont tellement pris l'habitude de faire passer le conjoint, les enfants, le chien, je te dis n'importe quoi, mais avant elles, qu'elles ne savent plus qui elles sont. J'ai suivi une maman comme ça pendant longtemps, et quand je lui disais, mais vous, de quoi vous avez envie? Elle n'était pas capable de répondre à cette question-là. Tout passait à travers, en priorité, ses enfants, l'autre. Et ça, je pense que c'est une erreur dans le sens où ça nous empêche d'être connectés à soi. Et si je ne suis pas connectée à moi, je ne vais pas pouvoir me connecter à mon enfant ou aux autres en général. Et l'enfant aujourd'hui, parce que les enfants ont évolué avec la société, on leur a donné la parole et on a du mal souvent à les écouter, du coup, parce qu'eux, ils s'en servent, hein, ils n'hésitent pas à nous dire non, ça ne me plaît pas, etc. Donc, c'est comment aussi on apprend à accueillir cette parole qu'on leur a donnée. Et ça passe pour moi par un travail d'abord sur soi, c'est-à-dire comment j'entends ma propre parole intérieure pour pouvoir aussi, après, accueillir celle de mon enfant. C'est très interpellant parce qu'on peut dire qu'il y a encore pas mal de parents qui viennent de cette génération ou de ces générations où l'on n'écoutait pas les enfants. Donc, enfin, même moi, hein, je veux dire, je n'ai pas eu des parents qui écoutaient ce que je disais. Donc, il y a aussi un schéma qui s'est intégré progressivement en se disant bah, ce que j'ai à dire n'a pas vraiment d'importance, alors à quoi bon? Et alors, il y a ce conflit de comment est-ce que je vais faire pour écouter mes propres enfants si j'ai intégré la croyance que finalement, quand on est enfant, on n'a rien à dire ou ce n'est pas intéressant, c'est juste du blabla. Ça fait partie des pièges dont on a besoin de se libérer, justement. Et avec cette ambivalence actuelle on nous dit, voilà, l'enfant est important, l'enfant est mis au cœur des familles, il est mis au cœur de l'école, il est mis au cœur de plein de choses. Mais en fait, on se rend compte qu'entre ce qui se dit sur le papier et puis ce qu'on arrive à faire au niveau des relations humaines, il y a encore un écart. Et je pense qu'actuellement, en plus, on a une évolution aussi des familles qui est très forte entre les familles recomposées, décomposées, voilà, les remariages, etc. Il y a des problématiques qui n'existaient pas il y a encore quelques décennies, qui sont nouvelles. Et je pense qu'on a déconstruit beaucoup de repères, mais on n'a pas encore construit les nouveaux. C'est pour ça que j'aime m'appuyer sur les pays du Nord, parce qu'ils ont quand même une quarantaine d'années d'avance sur nous en termes de compréhension et d'éducation. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et remettre vraiment de l'humain et du cœur en fait au milieu de tout ça, parce que une loi sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires qu'on a d'ailleurs beaucoup réduite en parlant de loi contre la fessée, ce qui est très réducteur parce que ça va beaucoup plus loin. C'est très important qu'elle existe, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on dit aux parents, vous n'avez plus le droit de faire ça, mais on ne leur dit pas comment faire à la place. Oui, que Voilà. faire et comment faire? Comment faire, ouais, surtout. Ouais. Bien, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Et dis-nous, où peut-on se procurer ton livre? Alors, je ne sais pas très bien comment il est distribué au niveau des librairies. Par contre, en ligne, c'est très facile de se le procurer. Il est sur plusieurs sites. Donc, celui de l'éditeur Chronique Sociale, il est sur la FNAC, il est sur Amazon et il est sur d'autres sites encore dont je n'ai plus les noms, mais j'ai noté, j'ai répertorié ça sur mon site internet. Voilà. Ah, eh bien, voici le site internet qui passe ici en dessous. Et puis, vous retrouverez aussi sous la vidéo tous ces liens. Comme ça, vous pourrez aller explorer les sources où vous pouvez vous procurer le livre et toutes les informations que vous recherchez. Bien, bien, bien. Alors, un tout grand merci, Sandrine.
Oui, d'avoir accepté de faire cette interview et puis surtout de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. mais merci à toi surtout de m'avoir permis de faire connaissance aussi avec ta communauté. Alors, pour ne rater aucune de nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et en activant la petite cloche pour être informé de l'apparition des nouvelles vidéos. Et puis surtout, partagez avec vos amis. Comme vous pouvez l'entendre, il y en a beaucoup qui sont déjà parents, eh bien cela ne pourra que leur faire du bien. Et nous vous disons au revoir. Au revoir, merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.